Bonsoir, merci à la Fondation Michalski de nous recevoir, de recevoir une magnifique écrivaine ou autrice somalo-italienne du nom de Uba Christine Alifara, dont j'ai l'honneur d'être le traducteur. Donc merci d'être ici ce soir. Non, merci à vous et merci d'être ici. Et merci à la Fondation aussi pour me permettre de partager aussi le travail que je fais ici pendant la résidence et pour cette magnifique, je ne sais pas, résidence et par les amis aussi que j'ai trouvés ici, oui, c'était magnifique. Et pour amener aussi François, Michel, ici. Donc, Uba Christine Alifara est déjà une autrice reconnue en Italie. Elle est l'autrice d'une œuvre courte, pour l'instant. On attend bien sûr bien d'autres choses, mais 3 romans, dont le premier a été traduit en français, en anglais, peut-être dans d'autres langues, je ne sais pas, c'est en cours, et dont le titre est Madre Piccola. On a gardé le titre italien parce qu'il n'est pas tout à fait italien, en fait, c'est une traduction littérale du somalien. Un deuxième roman, Il Comandante del Fiume, et le commandant du fleuve, est déjà traduit et est en préparation toujours aux éditions Zulma comme le premier. Et il y a un troisième roman qui s'appelle Les Stazioni della Luna, les phases de la Lune, qui est en partie traduit et qui devrait voir le jour par la suite. Donc elle commence à s'imposer dans la littérature en langue française après avoir connu une reconnaissance marquée en Italie dans un secteur de la littérature qui est la littérature décoloniale, la littérature des Africains d'origine, enfin des Italiens d'origine italienne ou l'inverse. Et sa présence est remarquable parce qu'elle essaye d'opérer une sorte de fusion, qui n'est pas une confusion d'ailleurs, entre les cultures pour les réconcilier. Et c'est ça qui l'amène ici en résidence, autour d'une thématique qui est celle de l'enracinement, déracinement, enracinement, diaspora, métaspora, comme pour employer un terme qu'utilise ou que vient de créer, je pense à Joël Desrosiers, le poète haïtien qui vit au Canada, donc diaspora, etc. C'est ce qui ordonne, disons, sa pensée, sa littérature et tout le sens de son écriture. Je vais commencer par rappeler ce que disait le grand poète argentin décédé, Juan Gelman, qui disait « Il faut écrire à partir d'une obsession. On écrit toujours, un grand écrivain toujours, écrit à partir d'une obsession, il trace un sillon et ce sillon l'amène au bout d'une connaissance, de la connaissance de lui-même, des autres, du monde. » Et donc la première question que je poserai à Uba, quelle est ton obsession ? Je crois qu'au début, surtout avec les premiers romans, c'était surtout la diaspora. Donc c'était surtout parce que j'ai grandi, donc j'ai cette origine italienne, et donc j'ai grandi en Somalie, mais quand même j'ai étudié en italien. Donc ma langue maternelle, c'était le somalien. Donc, et mon père, il était une des personnes qui ont aussi travaillé sur l'écriture de la langue somalienne. Donc, pour moi, cette question de la langue, c'était toujours très, très important. Alors que j'ai étudié après, surtout en italien, donc la langue coloniale. Mais pour moi, c'était différent parce que normalement, les enfants qui ont cette double origine sont des enfants qui ont la mère somalienne et les pères italiens. Alors que pour moi, déjà cette forme, cette structure de pouvoir, c'était très différent. Donc,
l'Italie a colonisé la Somalie, mais je voyais ma maman qu'elle était très jeune. Quand je suis née, il avait 20 ans, tu vois, et donc il est arrivé en Somalie, que c'était une société hyper patriarcale, et il ne parlait pas la langue. Et donc tout de suite, je suis devenue sa traductrice, dans quelque manière. Donc cette chose de traduire les langues et de voir les pouvoirs aussi de comment on utilise la langue, pour moi, c'était très important du début. Et oui, donc je pense que c'était surtout la langue, les rapports avec mes parents et ce pouvoir entre les langues, que pour moi c'était l'opposé par rapport à la perception qu'on avait en Somalie, parce que c'était la langue coloniale, alors que pour moi c'était le contraire, non? C'était cette maman jeune qui ne parlait pas la langue du lieu. Oui. Donc il y a ces mouvements, ces déplacements, naissance en Italie, arrivée très jeune en Somalie et le départ. Et oui. Il y a un événement absolument traumatique qui va fonder l'écriture. C'est le départ, c'est l'accouchement quand tu as 17 ans d'un jeune garçon, de ton premier mari, c'est un âge précoce, mais c'est un âge précoce pour souffrir, pour mettre au monde, et c'est un âge précoce aussi pour vivre la guerre, les bombes, accoucher sous les bombes, partir, et à partir de là, il y a un événement dont tu parles merveilleusement d'ailleurs dans Madre Piccola, cet événement qui consiste à partir, mais partir avec l'écriture. Hein. Tu pars avec tes cahiers, depuis tout petit tu écris, oui. Et tu pars avec le seul trésor que tu es, c'est ton écriture. Oui. Et dès ce moment, tout va être centré sur l'idée d'exil. Comment s'enraciner à nouveau? On pourrait se dire, mais une Italienne, de mère italienne, est-ce qu'elle a encore besoin de s'enraciner en Italie? Eh bien oui, malgré tout. Donc s'enraciner, se déraciner, comment tout ça va parcourir ton œuvre? Oui, je crois que Madre Piccola, comme on a expliqué, Madre Piccola, ce n'est pas normal en italien. Donc, Madre Piccola, c'est vraiment une traduction littéraire d'un mot en somalien qui c'est Habarir. Habarir, la traduction littéraire, c'est mère petite. Mais alors qu'en italien aussi, ce n'est pas normal. On dit petite mère aussi, madre, piccola madre, non? Et donc, pour moi, c'était vraiment la relation. Mon obsession, au début, c'était cette chose, comment on va faire quand on est enraciné pour se raciner de nouveau. Et donc, dans cette première roman, pour moi, c'était vraiment l'idée qu'on va s'enraciner à travers les rapports, les relations qu'on a avec les autres. Donc, et donc, la structure du livre, elle est très compliqué. Je ne sais pas, c'est compliqué, mais il y a très personnages qui parlent toujours, mais ils ne parlent pas, ce n'est pas des monologues, ils parlent avec des personnes, parce qu'ils vont raconter chaque fois leur histoire d'une manière différente. Et donc, on a l'histoire à la fin, c'est hyper compliqué, parce qu'on va, à fur et à mesure qu'on lit les livres, on va comprendre l'histoire à travers les différentes versions qu'on a de chacun des personnages. Et donc, pour moi, c'était vraiment important cette idée de s'enraciner à travers les rapports avec les autres. On n'a pas... c'est pas possible, comment dire, chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous écoute, on a la possibilité de s'enraciner. Oui, c'est ça. Alors moi, je ne dirais pas que le livre est compliqué. Hein. Ça ne me semble pas un livre compliqué. C'est un livre complexe. Okay. C'est un livre complexe, ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui. Et cette complexité, c'est une complexité lumineuse et qui n'a rien de rebutant, loin de là. De quoi il s'agit? Donc, comme tu le disais, il y a 3 personnages, 3 voix, 2 femmes, un homme. Ces 2 femmes ont chacune
quelque chose de toi. En fait, c'est une sorte, c'est ta double identité qui est là, qui est présente. Hein. L'une d'elles, ce sont des cousines. L'une d'elles est somalienne. L'autre, mais elle est à moitié somalienne, à moitié italienne. Domenica, d'ailleurs. Domenica, elle prend le nom de Hado, qui veut dire c'est le premier jour et en même temps c'est le premier jour de la semaine. Domenica, ça veut dire dimanche. Ahado, oui. Comme en arabe, ahad, qui veut dire un, premier jour de la semaine. Donc Domenica, et puis il y a l'insupportable Tagere, qui est, je dis insupportable parce que je l'ai détesté en traduisant le livre. Il me disait toujours, je déteste ce personnage. Mais c'est un personnage tellement tendre, tellement, enfin un homme tellement tendre, tellement attachant que malgré tous ses travers, on finit par s'attacher à lui. Et moi-même, j'ai fini par lui pardonner d'être un irresponsable. Voilà. Ces trois voies. Alors le tour de force littéraire, parce qu'on parle beaucoup de la littérature d'Uba sous le prisme du colonialisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature avant tout, au-delà même des thèmes et des idéologies qui peuvent traverser la littérature. Et le tour de force de ce livre, c'est d'avoir créé trois voix différentes. C'est, pour un écrivain, adopter trois tons différents, trois voix différentes, c'est un tour de force. Alors, je ne suis pas sûr d'y être arrivé totalement en français, mais j'ai essayé en tout cas. Et donc, chacun de ces personnages, effectivement, parle. Alors, ce sont déjà des traductions, en réalité, puisque ces personnages sont censés se parler aux autres en somalien, mais le livre est en italien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment la langue somalienne traverse la littérature italienne, un petit peu comme... je prendrai l'exemple du poète luxembourgeois Giovanni Portante, d'origine italienne, qui dit « J'écris en français, mais la langue qui respire sous mon français, c'est l'italien, c'est ma baleine. Oui. » Et alors, comment le somalien respire? Et donc, au début, c'est pour ça aussi que j'ai pensé ce projet, on va parler après de ça, mais au début, c'était les voix qui m'intéressaient, tu vois, donc, parce que la diaspora, la métaphore, comme après on l'a traduit, c'était toujours que après la guerre, comme on était partout, donc ma famille, mes amis, on était partout par le monde. Donc les téléphones, c'était très important. Donc les soirs, on avait toujours des appels. Et moi, comme on parlait, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, dans les années 90. Et donc, j'ai commencé comme ça, mais à écrire les choses qu'il me racontait. Mais c'était aussi parce que dans la quotidianité, la chose qui me frappait beaucoup, c'était pas qu'il y avait des choses très importantes qui se passaient dans la vie des gens, mais c'était vraiment la quotidianité qui avait ce pouvoir, tu vois, de nous enraciner de nouveau, de nous connecter. Donc, à travers les choses qu'on faisait tous les jours, on s'est parlé tous les jours, on disait, je ne sais pas, j'ai cuisiné ça, j'ai pris, mon petit, elle a pris la douche, comme ça. Et ça, c'était vraiment, c'était le pouvoir de se reconnecter à travers les petites choses. Et après, comme j'ai travaillé comme médiatrice culturelle, je ne sais pas si c'est ça un mot qu'on utilise en français, mais quand même. Et donc, j'étais interprète pour les gens qui venaient de la mer. Donc, c'était hyper dur, mais j'avais aussi le privilège d'écouter toute cette histoire. Et donc, je me disais, c'est trop important d'écrire cette histoire. Je ne peux pas être... Tout ça, ça a nourri ton écriture. Oui, au début, oui. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, le téléphone, etc., il y a une phrase absolument magnifique. C'est... voilà. Nous sommes comme un collier de perles qui s'est brisé, m'a un jour dit un cousin au terme d'une longue conversation téléphonique. Les perles ont toutes rebondi dans des directions différentes. Madre Piccola représente la tentative
de renfiler les perles de ce collier, de les réunir et de redécouvrir le sens de chaque histoire à travers son lien avec les autres. Donc, c'est un but, mais en même temps, c'est une phrase, enfin, cette métaphore du collier de perles, ça a une dimension poétique extraordinaire, parce que ces perles brillent, elles rebondissent, ça veut dire beaucoup de choses, métaphoriquement, c'est extrêmement riche, mais en même temps, c'est un art poétique, c'est ta manière d'écrire aussi. C'est un livre fait de petites perles, et chaque petite anecdote, ce sont donc une foule de petites anecdotes, parfois dramatiques, parfois ridicules. On rit beaucoup, hein. On rit énormément. On sourit souvent, même devant la tragédie. Et chaque petit récit est une des perles. Mais il y a des moments tragiques. Alors tu parlais par exemple des récits très durs que tu as entendus. Par exemple, il y a une partie consacrée à cette cérémonie incroyable au Capitole. Oui, oui. Ça, tu peux en dire quelques mots, par exemple. C'est Campidoglio, oui, oui. Donc, parce qu'il y a 3 voix qui sont très différentes. Donc, pour moi, c'était vraiment hyper compliqué de créer 3 voix complètement différentes. Et donc, ça s'est passé, je ne me souviens pas l'année, mais c'était juste après. Et donc, oui, comme je disais, j'étais interprète, donc j'étais interprète pour les gens qui venaient. Et donc, il y a eu cet naufrage, c'est ça qu'on dit en français. Donc, il y a Barney, soyons un peu plus concrets. Parce que parce que Barney elle est interviewée. Il est le personnage plus politique du roman. C'est une infirmière. Oui. Elle travaille comme infirmière dans un département dans un service d'obstétrique. Non, elle est comment se dit ça? Peu importe. Elle est infirmière. Elle est interviewée par une ostetrica. Comme Ostetrica, comment on dit en français? Sage-femme. Elle est sage-femme, mais un service d'obstétrique. Par hasard, elle est appelée parce qu'il y a cette. Ok. D'accord. Nous sommes d'accord. Ok. J'avais bien compris. J'ai eu peur à un moment. Oui. Donc, on a eu un lapsus, oui. Elle est interviewée par une journaliste qui lui dit mais parlez-moi de la société, de votre expérience. Et à un moment, elle raconte à quel moment une cérémonie est organisée sur la place du Capitole, pour célébrer en l'honneur d'une série de morts, de gens qui sont morts en faisant le voyage par mer. Donc elle se trouve au milieu de ça, chancelante dans l'escalier, et elle raconte cette expérience. Oui. Mais il y a d'autres moments aussi, et puis il y a l'hymne, il y a tout le cinéma que fait l'Italie, les hommes politiques. Il y a aussi un regard quand même très ironique sur le monde politique italien. Oui. Sans entrer dans le discours politique. Tu n'es jamais dans le discours politique direct, mais c'est toujours de manière subtile. Ouais. Oui. Et après, il y a ce personnage. Parle-nous de ce personnage qui se trouve pris dans une voiture, que Barney rencontre à l'hôpital. Oui. Et donc, moi, quand tu m'as demandé au début, mon obsession, c'était toujours aussi peut-être l'exil, mais aussi la maternité, parce que j'étais mère très jeune, quand j'avais 17 ans. Et donc, la maternité, pour moi, et on parlait avant de ça, parce qu'en italien, mais après, on a découvert qu'il n'y a pas de relation entre les racines des deux mots. Donc, mais en italien, parto et partire, ils ont la même racine. Parto, c'est l'accouchement en italien. Et donc, quand j'ai accouché, je suis partie. Donc, je suis devenue, et j'étais très jeune, donc je suis devenue adulte, exiliée tout de suite. Donc, les deux choses, c'est deux choses qui sont, ils sont arrivés dans les mêmes moments. Donc, peut-être c'est vraiment la maternité, mais surtout la solidarité avec des femmes. Je me suis jamais rendu compte que dans les 3 romans, mais
vraiment dans toutes les choses que j'écris, il y a toujours les hommes me disent ah, tu es, come si dice il contrario di misogino? Il n'y a pas un mot, malheureusement. Mais il y a toujours des femmes qui y a, comme on dit, dans mon idée, c'est une alliance qui est, comme la société patriarcale a vraiment détruit la Somalie. Et donc, je pense vraiment des alliances qui ne sont pas liées à des liens de sang, je ne sais pas. Et donc, ils sont vraiment, toujours, ils sont des femmes qui se choisissent et qui sont des femmes ou même des hommes, des fois, qui créent cette sorte de société idéale, mais ce n'est pas pour des liens parentaux. Tu veux dire qu'en fait, quand on parle de la Somalie, on est dans un système patriarcal très installé, oui. Très fort, dans lequel les femmes gouvernent à l'intérieur de la maison, mais pas plus. Oui. Une fois l'exil, disons, en marche, une fois que ces hommes sont exilés, ils ont perdu leur repère et ils ne sont plus grand-chose dans la société patriarcale. Ils ne sont plus tellement des patriarches, puisque leur lieu, le lieu d'exercice du pouvoir, c'était principalement l'extérieur. Et en tant qu'immigrés, ils ont perdu cela. Et finalement, ce sont les femmes qui vont assumer les liens, qui vont reconstruire la société. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup le mot communautarisme, qu'on emploie beaucoup en français de manière négative. Et je pense qu'il y a aussi un sens positif au communautarisme. Le communautarisme, ce n'est pas forcément l'entre-soi qui consiste à s'opposer aux autres, c'est aussi l'entre-soi qui permet de se reconstruire soi-même et de trouver un sens, malgré tout, de s'enraciner. Donc, je pense qu'il y a aussi une bonne manière de voir cela. Donc, ces femmes, effectivement, assurent les liens. Est-ce que c'est un livre féministe? Est-ce que c'est féministe? Mais je ne sais que les pas, hommes font les hommes font piètre figure. Le taguer, il est vraiment. Oui, mais je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je peux dire? C'était naturel. C'était pas un propos. C'était naturel vraiment parce que à travers les entretiens et qu'est-ce que je voyais, je ne sais pas. Et donc. Oui, je crois, oui, mais... La supériorité des femmes est naturelle, de toute manière, il n'y a pas de problème. Oui, c'est naturel, parce que tu vois, c'est naturel. Donc pour moi, c'était même pas en position, pour moi, c'était normal que les femmes géraient tout, et surtout dans cette situation de la diaspora, mais c'est pas que, je veux dire que mais les hommes ne participaient pas dans cette tragédie qu'on a vue pendant la guerre, donc oui. Mais après, on voudrait passer, juste si tu permets, oui. je voudrais passer au parce que le projet que je fais. Et après, on va venir à ça. Oui. Dans le deuxième livre, celui que j'ai déjà traduit, remis à l'éditrice qui est sur le point de le sortir, là encore, il y a une figure masculine qui est un jeune homme qui est complètement perdu, qui arrive difficilement à se trouver. Il y a deux femmes fortes qui assurent absolument tout. Deux Somaliennes qui se sont retrouvées et qui ont fondé une famille ensemble sans être du même sang, pas du tout. Oui, et chacune assurant disons, la continuité de la tradition et en même temps la protection, enfin jouant le rôle de celle qui cherche à adapter l'homme, le jeune homme en l'occurrence, à cette société nouvelle. Oui, mais pour moi, ce n'est pas la tradition. Pour moi, c'est l'imaginaire, vraiment. Parce que plusieurs fois, j'ai travaillé aussi dans les écoles avec des jeunes qui étaient des enfants des migrants. Et donc, moi, je pense vraiment que c'est l'imaginaire qui c'est salvifico, qui on peut nous sauver. Parce que c'est à travers les histoires qu'on écoute. J'ai raconté toujours des histoires à mes enfants. Donc, c'est vraiment, je pense, l'imaginaire. Ce n'est pas la société raciste comme ça, mais en tout cas,
je crois que les histoires, ils ont le pouvoir de nous sauver. Et donc, je pense que les commandantes del Fiume, c'est inspiré, en effet, une histoire traditionnelle somalienne. Je ne sais pas, j'essaie de la dire dans une phrase. Et donc, c'est une histoire que j'essayais de réécrire sous la fondation, c'est dit comme ça en français, oui. là, de deux fleuves plus importants en Somalie. Et donc, il y a deux sages qu'il n'y a pas de l'eau dans leur village. Ils partent et ils vont chercher la source. Ils trouvent la source et en revenant dans leur village, ils tracent un sillon. Et donc l'eau arrive dans les villages. Alors, tous les villageurs, ils sont très heureux, ils sont ravis pour l'eau. Mais très tôt, ils découvrent qu'il y a aussi comment si je crocodiles. Des crocodiles. Oui, mais en fait, c'est juste parce que je ne sais pas les prononcer. Il y a un personnage assez sale qui a secoué ses poux à la source du oui, fleuve, parce que, et les poux se sont transformés, ils ont grossi, ils sont devenus des crocodiles. Oui, et donc il y a cet jeune homme qui arrive et dit ok, on ne peut pas vivre sans l'eau, mais on peut apprendre à vivre avec les crocodiles, non? Les crocodiles. C'est ça. Et donc, et pour moi, c'était mon interprétation, c'était on a besoin de l'eau, mais c'est le mal nécessaire, non? Et donc les biens, c'est pas les biens. On a besoin de l'eau, mais on doit apprendre à vivre avec les mal nécessaires, que c'est les crocodiles. Donc on doit gouverner. Et ça, c'est aussi dans notre corps, non? Qu'on a toujours des choses qu'on doit gérer. C'est ça, gérer les mal nécessaires. Et donc, ce conte est filé comme une métaphore tout au long de l'histoire d'un jeune homme, d'un adolescent d'origine somalienne. Il ne connaît rien de la Somalie, ou pas grand-chose. Il parle à peine somalien, il parle quelques mots, et il est un peu en perdition. Et donc, c'est son parcours. On l'envoie en Angleterre dans sa famille somalienne où il découvre des choses extraordinaires. Il est à la recherche de son père. Je voudrais revenir au sujet qui a été annoncé voilà, qui est le côté végétatif de ton œuvre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous montre ici l'illustration, les belles illustrations de Joël et de Wankel qui accompagnent ce livre d'artiste de Douba, dans lequel on découvre de quelle manière l'humain est profondément lié au végétal, à la végétation, à la nature, dans un petit conte très bien traduit par Olivier Favier. Je ne suis pas le... Il n'est pas le traducteur. Je ne suis pas le traducteur, donc je souligne que c'est un autre. Et je voudrais vous lire un petit passage en français, mais tu pourrais peut-être le lire un peu en italien d'abord, si tu veux, pour qu'on entende ta voix en italien. Okay. Il principio. Il principio, d'accordo. Lo vuoi? No, tu vas lire en français, après je vais lire en italien. Sì, leggi un po'. Fino a dove? Il principio. Fino a quando sì. Ok. Se penso a mamma prima della guerra, la vedo in cortile seduta sui talloni, i capelli avvilupati in una reticella verde, il viso giallo di curcuma e burro, ingredienti preziosi per la sua maschera di bellezza. Attizza il fuoco vigorosa, il ventaglio stretto in mano, mentre la sua testa dondola impercettabile a destra e a sinistra, avanti e indietro, simile ai capolini piumosi che spuntano sulla cacia in tempo di fioritura. Il braciere è un cono di seppiollite stretto tra le sue cosce, sprigiona polvere e lampilli e si calma soltanto quando i tizzoni diventano ardenti, pronti alla cottura. Bello, bellissimo. Si je pense à maman, avant la guerre, je la vois dans une cour assise sur ses talons, les cheveux enveloppés dans un filet vert, le visage jaune de curcuma et de beurre, ingrédients précieux pour son masque de beauté.
Elle attise le feu avec vigueur, l'éventail serré dans la main, tandis que sa tête se balance imperceptiblement, à droite et à gauche, en avant et en arrière, semblable au capitule plumeux qui pointe sur l'acacia au temps de la floraison. Le brasero est un cône de sépiolite serré entre ses cuisses. Il libère de la poussière et des lapillis et ne s'apaise que lorsque les tisons deviennent ardents, prêts à la cuisson. Alors maman met l'eau à bouillir, ne prépare pas le thé pour nous comme le font les autres femmes, mais une décoction de racines bonne à nous protéger du typhus et du choléra, de la pneumonie et de la rougeole, car il n'y a que trop de maladies en ce moment et l'on n'est jamais trop prévoyant. Alors cette femme qui a tout d'une magicienne, qui connaît les herbes, qui est une guérisseuse, elle assure le lien, la connexion magique entre le végétal et l'humain. Est-ce que tu peux nous parler de quelle manière ta relation avec les plantes s'enracine dans cette culture où l'on n'est jamais très loin de la terre? Oui, donc pour moi, c'était très important de parler aussi de ce travail parce que c'est ce travail qui m'a mené à les projets pour lesquels je suis ici. Et donc c'est pas compliqué, mais surtout, j'avais un rapport très fort avec mon père, avec la langue, parce que normalement, la langue maternelle, c'est la langue de la mère, alors que moi, quand j'ai grandi en Somalie, après j'étais exiliée, j'essayais dans toute manière de ne pas perdre les Somaliens, de l'étudier. Et j'ai fait un doctorat, mais c'était justement parce que je voulais garder la langue de mon père, l'étudier encore plus et les consulter. J'ai travaillé dans cette archive où il y avait n'importe quoi, il y avait beaucoup de choses aussi sur les plantes. Mais comme mon père aussi, il était grandi dans la boscalia, je ne sais pas comment on dit. La brousse. La brousse en Somalie. Et donc, je me rappelle que j'écrivais les petites choses que j'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite. C'était surtout sur la brousse parce qu'il me racontait toutes choses. Il me disait les noms des arbres, les choses qu'il faisait avec ça. Donc, c'est vraiment un rapport intime avec la relation avec lui, avec les gens aussi qui étaient de sa région. Et donc, cet livre, il y a deux choses. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que, en effet, c'est sous les traumas, parce que c'est une jeune fille qui raconte cette histoire de sa maman, qu'il était une guérisseuse, c'est ça? Guérisseuse. Oui. Guérisseuse, et les arbres qu'elle connaissait. Et moi, pour moi, j'avais toujours l'obsession aussi des cheveux, parce que pour moi, les cheveux, c'est vraiment les soins des cheveux, la mère avec la fille, c'est toujours un symbole du lien aussi, non? Du lien d'amour avec ça. Et donc, c'est aussi une critique sur les commissions des, comment on peut dire, pour quand il y a des réfugiés, je ne sais pas, les commissions qui demandent des questions, que c'est très violent. Ils vont toujours savoir la vérité, mais il n'y a pas de vérité quand il y a des gens qui arrivent de ce voyage. Et donc, c'était vraiment une critique de ça. Et après, il y a un autre côté qui roule. C'est magnifique parce qu'il a choisi aussi des autres couleurs pour les moments où... Alors, pardon, mais au centre, on a le titre, en fait. I capelli del giuggiolo. Oui, les cheveux du jujubier, en français. Et peut-être on ne connaît pas ici les jujubiers, non? On ne sait pas qu'est-ce que c'est les jujubiers. On sait que c'est un arbre exotique. C'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est la nature et en même temps, c'est l'humain.
c'est l'humain. Et donc, oui, cette relation avec... parce que, oui, donc, c'est aussi cette transformation de la jeune fille dans l'arbre. En effet, quand la mère disparaît, il devient cet arbre. Et après, il y a toute la partie en Europe, en effet, et donc c'est ça que je voulais explorer quand je suis venue ici, parce que j'ai demandé toutes ces choses que j'ai écrites sur la décolonisation botanique, parce que j'ai réfléchi beaucoup, parce que tous ces arbres que je vous dis, il y a des noms en Somalie, mais il y a aussi des noms scientifiques. Alors que En latin. En latin, en effet, oui. En latin. Et donc, je me suis demandé, ça passe quoi? C'est la maman de la petite, qui on ne sait pas les prénoms de la protagoniste, arrive dans un endroit comme la Suisse et va voir cet arbre, c'est comment qu'elle va les nommer. Et je veux dire une chose très importante ici, et peut-être parce qu'on ne va pas avoir le temps, que grâce à Chantal, j'ai eu cette chance de rencontrer Angélique, qui est une jeune boucheronne, qu'il m'a donné ces livres, qui pour moi c'est hyper précieux. Avec, un herbier. Oui, c'est un herbier qu'il a fait pendant ses études, et je pense. Et c'était hyper intéressant pour moi de voir aussi comme les noms en français des arbres sont très différents. Et donc, on a aussi avec Marie, on a des théories sur ça, non? Qui est peut-être les noms, parce qu'en italien, c'est plutôt... c'est quoi, c'est les maisons? Larix, mélèze, larix. Larice? Non. Larice en italien. Oui, je ne me rappelle pas. Lettre. C'est quoi lettre? C'est le faggio. C'est lettre. Et donc. Fagus, oui. Et tu as dit que lettre, il y a cette racine, non? C'est une racine germanique. Franco-germanique. Et donc, on s'est dit aussi que peut-être la nature, c'est la chose qui est restée plus connectée et liée à la langue. Et donc, et je trouve ça, Angélique, il m'a fait ce cadeau, oui, qu'il m'a ramené, et même Jérémy, qui est un boucheron, qui habite ici, qu'il a un rapport avec la forêt avec beaucoup de respect, de la manière dans laquelle je suis allée avec Eden ensemble, qu'on est ensemble à la résidence. J'ai trouvé aussi la manière qu'il disait qu'il ne voulait pas utiliser des instruments très violents avec la nature. Et donc, ça pour moi, c'était magnifique aussi d'apprendre les noms et apprendre aussi ce rapport des gens ici avec la nature, avec les bois, avec la forêt. Oui. Est-ce que tu trouves des correspondances avec la manière dont tu as été élevée dans le respect de cette nature? Est-ce que tu trouves entre les Suisses et les Somaliens quelque chose d'universel finalement dans ce rapport à la nature? C'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, c'est ça, cette idée. Donc, je voulais parler aussi des mots parce que j'ai pris des petites notes. Et donc, il y a un mot qui s'enraciné en somalien. On a hidida ici, mais il y a cette mot de hidit qui c'est la racine, qu'il y a des autres, en effet, il y a des autres, comment on peut dire, des autres significats. Je te dis, non? Oui, c'est les nerfs, c'est ça aussi. Tu veux dire que tout le système veineux, nerveux... Oui, toutes les choses qui ont cette forme de la racine. Et donc, c'est le corps, en effet, que c'est hidit, c'est racine. Et donc, et après, il y a ce mot c'est l'os que je m'étais noté, que je te dis, non, François? C'est être dans un lieu, mais sans s'être acclimaté
or not totally impact. Donc, c'est cette idée d'être, oui. Et donc, oui. Donc, il y a les deux tensions, non? D'être pas complètement impact, mais aussi de s'enraciner. Donc, en fait, de les raciner. Si je comprends bien, le rapport à la nature là, qui fait l'objet de cette résidence, de cette investigation, cette rencontre merveilleuse avec des gens ici, j'ai eu la chance de rencontrer, oui. Te permet un retour sur ta propre expérience oui. et une réflexion sur le rapport de l'homme à la nature finalement. Absolument. Et sur la question centrale, obsessionnelle même, de l'enracinement. Hein. Oui. On en revient au début. Oui. Et pour moi, je pense que peut-être pour vous c'est normal, mais pour moi c'est super émouvant pour entendre. Pour moi, que j'ai bougé toujours dans ma vie, c'est pas que je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une admiration pour ça. J'adore cette chose qui, moi, pour le contraire, j'ai bougé tellement dans ma vie que les personnes qui sont grandies, restées dans le même endroit, qui ont cette racine, qui restent dans le même endroit, même s'ils partent, ils ont beaucoup d'expérience ailleurs, peut-être ils connaissent beaucoup de gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai non invidio, comment on peut dire? Oui, qui t'inspire de l'envie. Oui, qui de l'admiration aussi. De l'envie que j'adore. Donc, et c'est pour ça aussi que j'adorais ces rencontres aussi avec oui, des personnes qui connaissent très bien leur territoire, alors que moi, comme j'ai bougé beaucoup, peut-être, je peux dire, je ne connais plus la Somalie, parce que Mogadiscio, je suis retournée, mais ce n'est pas le même. Donc, oui. Et donc, ça c'est quelque chose qui pour moi, c'était très important à travers les racines, les plants et les noms, de retrouver cette... Si, tout va bien. Oui. Pour résumer un petit peu, moi je dirais que ton expérience de l'enracinement, déracinement, fusion, n'est pas du tout fermée sur la Somalie, l'Italie. Non. C'est une expérience universelle. Et c'est ça qui fait la beauté de cette œuvre. C'est-à-dire que tout immigré, toute personne qui vient d'une famille double, mixte, qui sait que ses racines sont à un endroit, à un autre, ressent profondément la pertinence de ton œuvre qui est profondément humaine. Moi, je pense que c'est sa qualité, en dehors de sa qualité littéraire qui est exceptionnelle, il faut le dire, hein, qui est tout à fait exceptionnelle. Son écriture est tout à fait exceptionnelle. Donc, merci beaucoup. Merci aux éditions Els Edizioni de Rome. Hein, ah, oui. Et il fallait les nommer quand même, d'avoir publié ce beau livre. Merci à Zulma de s'occuper de ton œuvre. Laure Leroy, l'éditrice, est tombée amoureuse immédiatement d'Uba et elle a acheté les droits immédiatement sur tous ses livres en espérant qu'il y en ait d'autres. Donc merci aussi à Zulma. Non, et Uba, et donc j'ajoute cette petite détail que Uba en somalien ça veut dire fleur. Donc je dis cette petite histoire que je suis née à Verona. Quand ma maman elle était étudiante, donc elle ne connaissait rien de la Somalie. Elle m'appelait Christina. Donc c'est ça mon prénom aussi. Et donc quand je suis arrivée en Somalie, apparemment ça c'est la mythologie, non, de toutes les histoires familiales. Et donc Christina c'est très difficile à prononcer pour les Somaliens. Et alors apparemment ma grand-maman est arrivée. Elle m'a dit que comme j'étais très timide, je me cachais, come si dice, dietro uno cespuglio di bisco. Ça, c'est derrière, non, mais c'est le cespuglio di bisco, que je ne sais pas traduire. Cespuglio di bisco. Les biscos, c'était...
C'était quoi? C'est du buis, non? Non, l'hibisco, non? Hibisco, l'hibisque. C'est les fleurs. Oui, l'hibiscus. Hibiscus. C'est l'hibiscus. Donc, Pardon. je m'ai caché. Et donc, il a sommé que j'adorais les fleurs. Et donc, il m'a appelé Uba. Donc, c'est les deux mères, ma grand-mère, donc Uba, c'est les prénoms qu'il m'a donnés. Et j'ai sommé ce nom quand je suis aussi... oui, donc c'est juste ça. Donc, pour compléter la fusion végétale. Voilà. Et je ne sais pas, oui. On peut donner la parole à d'éventuelles questions. Des questions, oui. Je voulais juste partager un moment. Elle a eu un néologisme fantastique au début de l'entretien où elle a dit « pour se raciner ». Et je trouve que ça reflète tout ce qu'elle a dit, quoi. Pour se raciner. Se raciner. On n'a pas besoin du préfixe, finalement. Ouais. Merci. Il y a Aldona, si tu veux, if you want to ask something in English. Because I'm so, yeah, you were sleeping, I'm so sorry. Mais non, mais parce qu'il y a des résidences qu'on est très proches, on est très chers, mais qui ne parlent pas, je ne sais pas, oui. Après je vais te, I'm going to tell you everything. Ce travail que vous faites ici, d'abord, merci beaucoup de votre intervention à tous les deux, c'est tout à fait passionnant. Et je voulais savoir si ce travail en cours a une destinée de publication. Oui. Oui, donc c'est intéressant parce que des fois, je ne sais pas, je pense toujours que le travail de l'écrivain aussi, c'est, je ne sais pas si on a ce mot en français, les rhabdomantes. Rhabdomante. Oui, la personne qui cherche l'eau, non? Et oui, donc, oui. on a des idées, les sorciers. Donc, on cherche l'eau et des fois, cette recherche nous amène dans des endroits qu'on ne prévoit pas. Et donc, je parlais aussi avec Chantal l'autre jour que je ne pensais pas, mais ce travail ici m'a mené, c'est un paradoxe, il m'a mené dans les montagnes de ma mère, parce que dans l'été, même si j'ai grandi en Somalie jusqu'à 18 ans, des fois, dans l'été, je revenais en Italie. Et donc, ma mère, elle est de Verona. Et donc, on allait toujours sur les Alpes. Et donc, la végétation, elle est très, très similaire ici. Et donc, cette résidence m'a ramenée dans cet souvenir de l'enfance. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça. J'ai jamais... Parce que tu as parlé des obsessions, François, non? Et mon obsession, c'était toujours Mogadiscio. Je n'ai jamais écrit de cette région de l'Italie où je suis née, en effet. Et même si je n'ai pas grandi là-bas. Et donc, c'est chouette. Donc, tu vas écrire un livre sur le... Oui, c'est ça que je Alpes. suis en train de... Donc, les choses que je suis en train d'écrire, j'ai cette... travail qui c'est Taccuini d'autore. Et donc, je suis en train d'écrire des mémoires qui sont connectées avec la nature que je découvre ici, par rapport à les mémoires aussi avant et après. Avant la guerre, que c'était l'enfance, non? Et donc, c'était beau comme ça. Et après, les années 90. Et par rapport à la nature, en effet. Donc, je cherche des liens avec ça. Et peut-être ça va être la première chose que je
que je suis en train de... Oui, j'ai répondu. Oui. Et l'autre question, c'est justement dans quel lieu vous allez ici pour regarder la nature, observer la nature? Je marche tous les jours et après, grâce à Chantal aussi, on marche toujours. Je vais à Lille, je suis allée je suis montée dans les montagnes, Châtel, comme ça. Et oui, tous les jours, comme ça. On est allé au lac des Joues à marcher. Je voulais. Come si dice sorbo, tesoro mio? Sorbier, oui. Et donc, et oui. Et donc, oui. Et donc, oui. Donc, ouais. Vous avez compris que je suis un peu timide, mais ok. Bonsoir. J'étais curieux comment se passe la vie dans une résidence, en fait, par rapport à la vie quand vous écrivez habituellement. De quelle manière ça se passe ici par rapport à quand vous écrivez sinon? Oui, on est gâtés ici, hein, parce qu'on ne doit rien faire. On ne doit pas cuisiner, on ne doit rien faire. Et oui, je pense aussi, on est aussi, je ne sais pas, j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Et donc, c'est aussi ça qu'on n'a pas la distraction de la grande ville. On est dans la nature. Et oui, donc, c'est cette chose d'être dans une petite boule et que ce n'est pas la vie qu'on fait normalement. Mais c'est important aussi la communauté des autres écrivains. Je pense, pour mon expérience, je pense que j'ai eu beaucoup de chances de rencontrer oui, mes collègues ici, qui sont ici. Oui. Et donc, Marie, Eden, Barbara sont ici. Et Aldonka, tu veux pas que je que je dise ton nom. Mais non, mais c'était Martha. Je ne sais pas si Martha, elle est là. Ok, Martha. Et parce que je ne t'avais pas vu. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir cette communauté où on échange aussi notre pensée, parce qu'on mange tous les jours ensemble. Donc, il y a toujours des échanges. Ça, c'est un microcosme, donc ce n'est pas la réalité, mais en effet, je pense que c'est important. Oui. Merci beaucoup pour cet échange, Ouba. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour conclure ou pas pour conclure, mais en dire un petit peu plus sur ta vision de ce mot, de ce terme, de métaspora, par rapport à diaspora, qui est un mot qu'on utilise davantage dans le langage courant, et ton acception, ta définition, ta vision de ce terme-là. Merci. Oh, merci pour cette question, parce qu'en effet, au début, avec Thomas, j'avais pensé, parce que j'avais écrit un essai, mais que je voulais partager en effet, parce que je venais de l'écrire, et donc je pensais que c'était super important. Et c'était aussi grâce à François Michel qui m'a fait connaître des rosines, et qu'il a pensé cette idée, cette concept de la métaphore. Et donc, et je pense à la diaspora. J'ai étudié, il y a beaucoup des études sur la diaspora. Donc, au début, je disais Madre Piccola, c'est vraiment un roman, mon sujet, c'est la diaspora. Et après, la métaphora, il a cette idée de la sphora, donc, il va s'implanter dans de nouveaux territoires, tu vois.
et donc il va renaître, mais c'est pas... La diaspora, on pense toujours que c'est... come posso dire? C'est la sphora qui va changer aussi l'environnement où il est. Donc, ce n'est pas seulement que les gens ils vont bouger, mais c'est aussi que cette chose de bouger va changer aussi la société où les gens bougent. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette idée super importante, parce qu'on ne doit pas penser que c'est toujours nous qui on a forcé à l'exil comme ça, à bouger, qui change, mais c'est aussi les gens qui est là qui va changer, beaucoup aussi. Et donc, c'est ça l'idée, non? Je crois. Oui. Oui. C'est bien interprété. Oui. Parfait, c'est quelle heure? On a une autre question, on peut prendre. Est-ce que dans votre écriture, vous allez peut-être avoir recours à votre langue au somalien? Oui. Dans les noms des plantes, justement, parler des racines, des mots et des plantes. Oui, donc surtout avec Madre Piccola, mais aussi de les derniers romans. Et donc, j'ai vraiment essayé, avec la syntaxe aussi, d'échanger la syntaxe. Et je ne voulais pas faire ça forcément, mais j'étais critiquée aussi pour ça, parce que j'ai introduit des mots somaliens, j'ai inventé des mots, parce qu'en Italie, ce n'est pas comme en français. Je crois qu'en français, peut-être, il y a plus des auteurs qu'on appelle postcolonial qui font ce travail déjà. Mais pour moi, c'était vraiment le début. Et donc, oui, la syntaxe, parce que j'écoutais je sais pas, les conversations, les entretiens, mais aussi avec les téléphones. Et je faisais comme ça, j'écrivais, mais j'écrivais en italien. Donc, je traduisais simultanément. Et donc, il y avait beaucoup de traces de la manière de parler en Somalie. Et donc, j'ai trouvé ça aussi dans les entretiens, qu'il y avait une puissance poétique que si je la pouvais utiliser, ça sera magnifique. Je ne sais pas si je suis réussie, mais c'est surtout dans Madre Piccola et même dans la solo, nelle stazioni della Luna, non, que je fais ça. Et donc, et après, j'ai étudié aussi la poésie somalienne, et donc j'essayais de reprendre les mots, la manière de parler aussi. J'ai trouvé que c'était bien de mélanger. C'était la seule manière pour moi aussi de mettre ensemble les deux identités. Oui, identities, oui. Oui. Pour le traducteur, comment ça se passe? Mal. C'est-à-dire que l'auteur, il est libre. On lui accorde, l'éditeur lui accorde un pouvoir d'invention et d'intervention sur la langue qu'on n'accorde pas forcément au traducteur. Le traducteur, s'il se met à réinventer le français, on va dire non, mais c'est pas traduire en fait. Donc, au niveau de la syntaxe, les interventions du traducteur sont plutôt limitées. Mais là où, disons, où on peut faire quelque chose, c'est tout le travail poétique, la métaphore, le rythme. On peut jouer sur le rythme, on peut jouer sur les... Effectivement, il y a des choses qui apparaissent comme des phrases toutes faites, des expressions habituelles dans une langue qui, traduites, ont l'air d'une invention extraordinaire et poétique. Et c'est ça. Alors là-dessus, oui, effectivement, on peut rester fidèle à cette invention, à ce qui devient une invention, disons, à donner l'âme d'une terre, d'une langue, à travers la traduction de ces expressions. Ça joue plus sur le vocabulaire.
et aussi sur le rythme de la phrase, mais pas tellement sur la syntaxe. C'est-à-dire, si je me permettais des fantaisies syntaxiques, on me dirait non, tu ne sais pas traduire, revois ça. Donc, c'est compliqué. En revanche, quand on traduit de la poésie en français, dans sa tradition moderne, étant beaucoup plus libre, là, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut vraiment jouer. Dans le roman, c'est difficile. Et c'est difficile aussi parce que je ne suis pas sûr que le lecteur accepterait. Le lecteur, il a besoin de fluidité. Il a besoin... Ah ben ça, c'est une question... C'est mon point de vue personnel. C'est-à-dire, il y a des gens, des traducteurs, qui défendent la littéralité à tout prix. Hein, c'est la grande thèse d'Antoine Berman dans L'épreuve de l'étranger. Plus c'est proche, plus on fait sentir une langue sous l'autre, etc. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis plutôt du côté des ciblistes, pas du côté des sources. C'est-à-dire que j'essaye d'écrire comme aurait écrit l'auteur s'il avait parlé ma langue. Mais je ne traduis pas Uba comme moi j'aurais écrit. Je traduis Uba en m'imaginant ce que Uba, étant somalo-italienne, etc., avec ses racines, j'imagine, je m'invente ce qu'elle aurait pu écrire en français, avec une certaine fluidité. Et je fais la même chose avec Miquel de Palol, ici présent, le grand écrivain catalan qui nous fait l'honneur d'être présent. Ici. Merci. Voilà. C'est-à-dire pour chaque auteur, j'essaye d'inventer, d'imaginer ce qu'il aurait écrit en français. Voilà. Oui. Puis, une autre chose que je voulais dire, que peut-être on ne pense pas comme ça sur l'italien, mais que pour moi, l'italien, c'était ma langue maternelle, mais c'était aussi c'était surtout la langue dans laquelle j'étudiais. Donc, dans les années 90, quand je suis arrivée en Italie, et personne comprenait pourquoi je parlais italien. Donc, tout le monde me demandait ton italien est parfait, papa. Et donc c'était surtout en italien des livres que j'avais étudié. Je n'avais pas la langue des jeunes de mon âge, non, à l'époque. Et ça, c'est une chose qui s'arrive beaucoup aussi dans les auteurs français, je pense. Oui, on a parlé de ça. Oui. Bon, mais écoutez, sur ces paroles décisives, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour être là. Merci beaucoup. Et bonne lecture de Madre Piccola en attendant Le commandant du fleuve. Voilà, merci. Merci beaucoup.